Notre dernier entretien sur votre pensée, dernier entretien qui reçoit ce titre de vous, « Ouvrir l'œil et le bon ». On va aller un peu plus loin dans ce qu'on pourrait appeler les horizons, le transcendantal, les idées régulatrices. Enfin, on va voir comment il faudra penser cela. Vous avez dit dans le précédent entretien que finalement l'évidence n'était pas évidente, ou que ce qui nous apparaît comme évident ne l'est devenu qu'après coup. Et que les choses, finalement, à un moment, il y a eu une sorte de rupture, une contingence, là encore, dans la découverte. Et souvent, celui qui opère une démonstration, je dirais même une démonstration mathématique, oublie en fait la série d'événements qui ont précédé la possibilité même de cette démonstration, ou de ce qu'il présente comme une évidence absolue, absolument nécessaire, etc. Oui, cet aspect-là, oui. Donc on peut ne pas voir ce qu'on voit. Voilà. Alors, là, ça, c'est une réflexion qui a beaucoup d'implications, notamment politique, le phénomène de l'aveuglement. Voilà. On peut être aveuglé pour différentes raisons devant la réalité d'un système politique. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut s'obstiner dans son aveuglement alors même que toute une série de livres ont pu être écrits sur les méfaits du communisme, etc. Et pourtant, celui qui y croit continue à ne pas voir ce qui semble pourtant évident. Enfin, ce n'est qu'un aspect. Parce qu'il ne cesse de voir autre chose. Il ne cesse de voir autre chose. La souffrance des peuples, la souffrance du prolétariat. C'est l'idéologie, évidemment. Comment dépasser l'idéologie? Alors certains disent il faut se tourner vers la réalité, en appeler à la réalité. Oui, mais justement, quelle réalité? Et c'est là que je me retrouve dans quelque chose comme un abîme, si vous voulez, voilà, quelque chose de circulaire. Enfin, donc, et qu'est-ce qui fait que quand même on peut, à un certain moment, donc voir changer. Donc c'est aussi une forme de conversion, de métanoïa. C'est le cercle herméneutique un peu, c'est-à-dire on ne trouve que ce qu'on cherchait finalement. Voilà. Mais alors comment on peut faire de vraies découvertes puisqu'on s'apporte soi-même dans notre recherche, donc c'est ça en fait, hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours un présupposé à toute recherche. Voilà. Et comment est-ce qu'à un moment donné, on voit autre chose? Et donc ça, c'est aussi dans toute ma pensée, un thème qui revient, qui s'est précisé, le thème de la circularité de la création. De Castoriadis parle du cercle de la création, et donc toujours ce thème de la circularité. Vous avez sorti un texte de Proust, alors, si vous me permettez, je vais le lire, parce que Proust m'est tellement cher. Ah, voilà. Mais donc alors il faut situer, évidemment, c'est le début de Sodome et Gomorrhe. Le début de Sodome et Gomorrhe. Le narrateur a beaucoup fréquenté Monsieur de Charlus, donc la grande figure de Charlus, et tout d'un coup, il assiste à une scène... Oui, mais il faut dire aussi qu'il avait déjà constaté que Charlus avait des comportements étranges. Voilà. Et là, c'est la scène où, voyant ses relations avec Jupien... il y a une scène qui est vraiment... on se demande d'ailleurs comment c'est possible. Il est niché quelque part dans une cage d'escalier, puis il voit ce qui se passe dans une cour. Enfin, je ne comprends pas très bien. Et donc, il y a une séduction mutuelle donc, de Charlus et d'un jeune... Et il comprend soudain que Charlus est un averti, et c'est ça qui va... et tout d'un coup, tout ce qu'il avait vu de lui va retrouver une forme de cohérence. Voilà. Tout cet ensemble de choses fragmentaires qui ne marchaient pas, parce que je rappelle qu'au tout début, notamment, il me semble, à l'Onde des jeunes filles en fleurs, Charlus marque sa haine de l'homosexualité. Il a même un discours homophobe, Charlus. Tout à fait. Donc c'est ça qui frappe. Mais il sent aussi qu'il y a des choses qui sont difficiles à penser. Et puis tout d'un coup, tout ça vient se cristalliser, ou en tout cas prendre forme justement sous ses yeux. Alors je lis ce passage. Hein. Une révolution, pour mes yeux dessillés, s'était opérée en Monsieur de Charlus, aussi complète, aussi immédiate que s'il avait été touché par une baguette magique.
Jusque-là, parce que je n'avais pas compris, je n'avais pas vu. Jusqu'ici, je m'étais trouvé en face de M. de Charlus de la même façon qu'un homme distrait, lequel, devant une femme enceinte dont il n'a pas remarqué la taille alourdie, s'obstine, tandis qu'elle lui répète en souriant « Oui, je suis un peu fatigué en ce moment », à lui demander indiscrètement « Qu'avez-vous donc ?» Mais que quelqu'un lui dise « Elle est grosse », soudain, il aperçoit le ventre et ne verra plus que lui. C'est la raison qui ouvre les yeux. Une erreur dissipée nous donne un sens de plus. Oui, moi, je trouve ce passage génial. Génial. On peut éventuellement même faire des comparaisons entre l'écrivain Proust et les philosophes. Enfin, c'est presque plus fort que Kant ou que d'autres. Mais en même temps, je dirais, ça va tout de même dans le sens d'un idéalisme transcendantal. Donc, quand il nous dit parce que je n'avais pas compris, je n'avais pas vu, donc il ne suffit pas de voir. Donc la perception empirique ne suffit pas. Il faut quelque chose. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Oui, mais comprendre par opposition à expliquer, je dirais, dans la pensée herméneutique, c'est aussi quelque chose dont je n'ai pas entièrement l'initiative. Parce que comprendre, ça suppose une certaine empathie avec l'autre. Donc, comprendre, ça me vient de l'autre. Ça m'est comme donné par l'autre aussi. Oui, il y a différentes situations. Là, il faudrait, évidemment, ici il est confronté tout de même à une scène... alors qu'il surprend. Il surprend, au contraire... la scène du jeune homme face à une femme enceinte, c'est une parole. Donc quelqu'un qui lui dit « elle est grosse ». Et donc là, ça c'est très intéressant parce que c'est aussi une parole qui peut nous ouvrir les yeux au monde. Regarde. Voilà, il ne suffit pas de regarder, regarder dans tous les sens, il faut que quelqu'un nous dise « oui, voilà ce qu'il y a lieu de regarder, voilà ce qui est intéressant ». Je pense que c'est très, très général. Enfin, voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre, on en a parlé, votre pensée de la diversité finalement du monde, de cette richesse, de cette exubérance du monde et de la possibilité justement de l'aveuglement. Parce que finalement, il y a tant de choses à voir qu'on peut ne pas voir ce qui est sous nos yeux, voire même ce qui importe, parce qu'on est captivé par autre chose à voir. Bien sûr, c'est ça. Bon, par exemple, on a parlé dans une séance précédente donc du réductionnisme. Le réductionnisme, on nous dit, bon, il y a d'abord la structure ADN, etc. Donc le regard est dirigé vers cette structure invisible et nous rend aveugles visibles, on pourrait dire les choses comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette rupture, dans ce retournement, c'est deux figures différentes. D'abord, la constellation de faits fragmentaires autour de Charlus, qui tout d'un coup, dans le cas de Charlus, à partir de cette explication c'est un inverti, se rassemble et trouve une forme de cohésion, de cohérence. Et puis, il y a l'autre phénomène, la femme enceinte, qui n'est effectivement pas exactement le même, où le ventre n'apparaît pas alors qu'il est là, je veux dire, il est... Et tout d'un coup, une fois qu'on lui dit elle est grosse, alors tous les symptômes qu'il y avait autour, la fatigue, etc., se rapportent à cela. Mais il y a aussi le fait que tout d'un coup, on ne voit plus que ce ventre. C'est-à-dire l'évidence du ventre, il y a un gros ventre devant nous. C'est ce retournement quand même. Il y a eu un événement là, un retournement, une conversion complète du regard. Et même après tout, on peut se dire après coup, c'est quand même complètement fou que je n'ai pas vu ça. Voilà, évidemment, bien entendu, c'est ça qui a lieu, bien entendu. Alors, j'en profite évidemment pour dire que c'est exactement ce type de situation, de raisonnement que j'ai trouvé chez Portman. Et Portman qui nous dit à plusieurs reprises, il y a, par exemple, nous en avons parlé au cours d'un autre entretien, chez un mammifère mâle, la fameuse descente des testicules. Pourquoi ? Alors Portman nous énumère toute une série d'explications et puis il nous dit à un certain moment, si on envisage cette apparence dans un cadre élargi, ça permet de situer ce phénomène dans un horizon où la finalité utilitaire n'est pas
n'est reconnu que comme une condition minimale et fait entrevoir le domaine d'une libre création de forme. Ce qui est important chez Portman, c'est le concept d'horizon. Ça, j'ai constaté que c'était vraiment un terme qui revenait chez lui. Donc un horizon de sens, un horizon préalable, mais qui peut être là ou ne pas être là, mais une fois qu'on adopte ce point de vue, cet horizon, ce qui était jusque-là dépourvu de sens, se met à être zinfol, à être doué de sens. Enfin, c'est constamment présent chez Portman. Mais par exemple, dans son texte sur la rage, où les voilà. symptômes pris sur séparément, voilà, on ne comprend pas pourquoi il y a fuite devant l'eau, pourquoi il y a pulsion de mordre, pourquoi il y a besoin de se déplacer. Et à la fin, quand il dit, mais le malade de la rage est comme piloté par le virus qui veut se propager, à ce moment-là, on comprend qu'on fuit l'eau pour maintenir la charge virale dans la bouche, que la morsure est là, et puis de se déplacer, c'est pouvoir justement être le vecteur de cette contagion, etc. Et donc, à partir du moment où donc il y a un acte d'imagination. On prête une intentionnalité au virus. On inverse la perspective, au lieu de s'intéresser au malade, à l'enragé lui-même, on imagine le point de vue de la rage. Voilà, c'est ça. Mais alors, et à ce moment-là, donc, c'est un nouvel horizon, un horizon de sens qui, en quelque sorte, éclaire, intègre toute une série de données empiriques qui jusque-là étaient incompréhensibles. Voilà. Mais est-ce que ce nouvel horizon, on peut se le donner à soi-même? Parce que c'est ça ma question. Dans les deux cas, il y a un événement extérieur, la scène, je dirais, où Proust voit ce qu'il n'aurait pas dû voir, enfin parce qu'on ne sait pas qu'il est là pour le voir, ou alors la parole de celui qui dit « mais regarde, elle est enceinte ». Donc ça vient quand même soit d'un événement extérieur, et même d'ailleurs, chez Proust, le fait que cet horizon élargi nous est donné notre intimité finalement, nous est donnée sous un mode hétérogène, le bruit d'un pas sur le pavé, la fameuse Madeleine, et tout d'un coup, c'est cet événement extérieur qui vient ressusciter en nous la mémoire. Donc comment est-ce que cet horizon s'élargit? Est-ce qu'il y a une méthode d'élargissement de l'horizon? C'est ça ma question. Moi, je ne crois pas. Encore une fois, là, on est de nouveau dans le registre de la contingence. Il y a des choses qui peuvent avoir lieu. Je crois que c'est un... Alors, il faudrait aussi, évidemment, diversifier, montrer différentes situations possibles. Mais qu'est-ce qui fait, en effet, que puisse se produire à un certain moment un retournement? Voilà. Alors, moi, je connais deux personnes qui en ont parlé. Je pense d'abord à Chesterton. Chesterton, il dit... mettez la tête en bas et vous allez voir, le monde vous apparaît sous un angle nouveau. Et c'est ça, il faudrait changer complètement, prendre le parti de changer la perspective. Ou encore, je pense à ce texte que j'ai lu pas plus tard qu'avant-hier, le texte sur le roman de Maupassant, qui précède Pierre et Jean, un petit texte sur qu'est-ce que c'est qu'un roman. Et il y a des passages sur les conseils de Flaubert à Maupassant, ils sont très intéressants. Mais il dit il faut se mettre devant une chose et la regarder jusqu'à temps qu'on la voit autrement que toutes les manières qu'on a eu de dire jusqu'à présent. Et c'est à ce moment-là qu'on devient poète ou romancier, c'est-à-dire il faut... Alors ça ne veut pas dire que c'est moi-même qui me travaille l'esprit pour... comme dirait Léon Bloy, m'extirper le ténia de l'inspiration, mais c'est plutôt être devant la chose, poser cet acte d'attention, mais aussi refouler toutes les choses immédiates qui viennent, on pourrait dire même les réflexes de parole ou de pensée, et à ce moment-là, va se dégager un nouvel horizon de sens. Est-ce que c'est ça? Ça m'a l'air à pas tout à fait ça, ce que vous dites. Mais je ne sais pas, je pense qu'il y a... Il n'y a pas de procédé chez vous. Il n'y a pas de procédé, non. Et ça rejoint d'ailleurs, il me semble, enfin que j'ai aussi découvert ça il n'y a pas tellement longtemps, tout le problème de l'inférence ou de l'induction chez Hume repris par Kant. Enfin, qu'est-ce qui fait que par exemple, qu'on puisse voir une relation de causalité, donc il y a quelque chose qui n'est pas directement dans les phénomènes empiriques que nous apportons. Il y a une interpolation, quelque chose qui est apporté en plus. Voilà. Ça, c'est une des réponses. Enfin, là, ça ne répond pas à la question
Alors justement, de circonstances créatrices. Moi, je songe aussi beaucoup, on peut peut-être évoquer ce texte de Hans Jonas que j'ai moi-même commenté très longuement, donc sur le Dieu mathématicien. Oui. Donc, donc ça trouve place dans les écrits de Jonas sur la philosophie de la vie. Je pense que c'est comme ça que c'est la vision très 17e, 18e surtout, la vision du Dieu de la voilà. place. Alors, mais surtout de la place. Voilà. Mais Jonas dit, imaginons que nous regardons le monde, la vie, avec les yeux de cet hypothétique, donc Dieu mathématicien. Tentons de voir avec ses yeux lorsque son regard vient à se poser par hasard sur un organisme. Que verrions-nous? Alors il dit, il verrait certaines choses. Il ne serait pas entièrement aveugle. Il verrait qu'il y a un agrégat de matière, il verrait qu'il y a un échange de matière, donc le métabolisme entre eux, mais, dit Jonas, il ne verrait pas la vie comme vie. Donc l'essentiel lui échapperait. Il resterait donc aveugle. Il serait aveugle précisément en raison de cette sorte d'extra-lucidité mathématique qui ferait voir tout, enfin de radioscopie mathématique qui ferait voir tout en termes de modélisation mathématique, voilà, sous forme d'équation. Mais il ne voit pas la vie comme telle. Et alors, qu'est-ce qui lui manque, dit Jonas? Il lui manque ce que nous avons comme être vivant. Nous avons été initiés à la vie. Nous sommes préparés à reconnaître la vie de par notre propre appartenance à la vie. Voilà, oui. C'est ça qui... Mais je crois qu'un mathématicien, juste pour faire une parenthèse, je rends hommage d'ailleurs à mon ami Laurent Laforgue, médaille Fields, pourrait dire, il y a une vie mathématique quand même. La vie du mathématicien, la résistance même des objets mathématiques, bien sûr. Qui d'une certaine façon, alors même qu'on les aurait construits, s'imposent à nous avec leurs propres règles, avec leurs propres... Il y a encore là le mystère on pourrait presque dire, d'une contingence à l'intérieur même d'un monde entièrement construit. Quand on définit l'ensemble des entiers naturels, par exemple, tout d'un coup on découvre qu'il y a des nombres premiers qui ne sont divisibles que par un et par eux-mêmes. Et en fait, on sait qu'il y a des relations mystérieuses entre les nombres premiers qu'on découvre petit à petit et qui nous échappent. Et donc ça, ce que je veux dire, c'est-à-dire que et qui résistent et qui sont difficiles et qui, d'une certaine façon, n'apparaîtront qu'au terme d'une série d'événements, voire même de la liberté d'une rencontre. Voilà, c'est très mystérieux, mais même dans les mathématiques. Même dans les mathématiques. Mais enfin là, comment dire, le dieu mathématicien de Laplace n'a rien à voir avec Laurent Laforgue. C'est un dieu c'est un mathématicien, voilà. Donc c'est celui des algorithmes, finalement. Oui. Voilà. Et donc, en tout cas, donc ce que je retiens de ce texte de Jonas, c'est que pour apercevoir, pour reconnaître la vie comme vie, il faut disposer de ce qu'on peut appeler aussi des schèmes transcendantaux, pour employer le terme de Kant, ou de ce que Portman appelle des horizons. Donc, voilà, pour voir la vie comme vie, donc il faut être initié, avoir reçu en partage ce schème organisateur, cette clé pour ouvrir un certain aspect du monde. Voilà. Mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut être vivant soi-même? Et est-ce que ça ne pose pas la question, dès lors, parce que c'est le reproche qu'on pourrait faire déjà à propos de l'histoire de la rage, prêter une intentionnalité au virus. On pourrait faire ça avec... le coronavirus que nous avons, le SARS-CoV-2, on pourrait dire pourquoi le porteur asymptomatique, pourquoi cette modalité-là? Bien sûr, pour profiter de toute la logistique des transports internationaux et envahir le plus rapidement possible le monde. Et on pourrait dire, si on prête une intentionnalité au virus, peut-être qu'il y a beaucoup de phénomènes qui vont devenir très cohérents. Mais la question, c'est celle de l'anthropomorphisme. Est-ce qu'on ne tombe pas dans une projection aussi? Et est-ce que finalement cette cohérence ne serait pas
une hallucination, une projection. Là, il faut évidemment être prudent. Hein. Il y a tout un travail critique à faire que j'ai développé aussi dans ce même article, c'est-à-dire, je parle d'un anthropomorphisme critique. Hein. Donc je pense que, suivant Jonas et d'autres, nous ne pouvons pas faire abstraction de notre participation à la vie et donc du fait que nous projetons jusqu'à un certain point notre expérience d'êtres humains sur le vivant que nous rencontrons. Donc ça, il faut le garder comme une condition de possibilité transcendantale au fond de la connaissance de la vie autre. Mais une fois qu'on a accepté cette dimension transcendantale, il faut effectuer un travail critique, hein, et ne pas se laisser aller à toute forme de projection anthropomorphique. Enfin, là commence un possible discernement. Voilà. Donc ça, c'est le cadre général que j'ai esquissé. Donc, et alors, évidemment, concernant des calamités de ce genre-là, évidemment, il faut aussi se garder de ce qu'on peut appeler le complotisme. Hein. Donc, il n'est pas exclu qu'il y ait des intentions malignes à l'œuvre dans le monde. C'est même assez sûr. Mais en même temps, il faut se méfier de. Mais est-ce qu'il ne faut pas se méfier justement d'une sorte d'hypothèse qu'on poserait, et puis tout d'un coup, tout nous apparaît comme hyper cohérent. Mais alors, c'est précisément qu'on sombre dans la paranoïa, ou dans quelque chose qui est paranoïde, c'est-à-dire une connaissance déformée, où l'hyper-cohérence est précisément louche. Tout s'explique. Le moindre geste fait par mon voisin est lié au fait qu'il appartient à une conspiration contre moi. Il était en train d'envoyer un signal au voisin d'en face pour que ce soir, ça tourne mal. Bon, cette manière où tout d'un coup, on comprend tout. On tient l'alpha et l'oméga de tout le phénomène. C'est aussi ça qui est dangereux. Il doit y avoir une faille, il doit y avoir une part d'obscurité. Ne pas être aveuglé, c'est aussi reconnaître qu'on ne voit pas tout. Oui, je pense que vous avez tout à fait raison. Là, il y a lieu d'introduire une dimension critique, et en tout cas contre la tendance qui consisterait à dire, maintenant, tout s'explique, etc. Non, c'est un travail à faire, un travail, justement aussi épistémologique, de maintenir les conditions d'une pensée critique de ce point de vue-là. Voilà. Il y a une dimension sur laquelle je voudrais qu'on termine là-dessus, sur laquelle vous insistez, qui est aussi une dimension que vous introduisez dans la pensée même, c'est-à-dire la notion de risque. Oui. Il y a quand même comme une sorte de risque spéculatif dans ce que vous proposez, en fait, dans l'élargissement de l'horizon. Oui, il y a un risque spéculatif, et alors moi je parle de risque constitutif à propos du jugement, parce que tout ça, donc, c'est quand même de l'ordre du jugement, et le jugement est faillible, disons. Mais accepter de juger, parce que l'imposture de la déconstruction, c'est toujours le jugement qui ne cesse de se défaire et qui disent « mais là, je n'ai pas encore jugé » et là, « mais attendez, je n'ai pas encore commencé à parler ». Il y a toujours ce risque, c'est de... en fait, j'ai presque envie d'inverser une proposition évangélique. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ça peut devenir cette logique de la différence déridienne, et c'est presque ce que vous dites, c'est juger et vous serez jugés, mais au moins il y aura justement on ira de jugement en jugement et de critique en critique et on approchera le réel. Jugez et vous serez jugés. C'est ça. Mais en tout cas, donc, ce que je retiens de tout ce qui vient d'être dit, c'est que il n'y a pas que le donné empirique, il y a nécessairement la médiation de ce qu'on peut appeler de certains schèmes. Des schèmes transcendantaux. Des schèmes transcendantaux, ce que Portman appelle un horizon. On peut encore trouver d'autres équivalents. Hein.
Donc il y a, ce que je suis en train de comprendre, c'est peut-être la force ou le génie de Kant. C'est peut-être ça, finalement, la grande idée première de Kant. C'est la découverte du transcendantal, quand même. Hein. Transcendantal comme regard préalable sur les choses. Donc là, ça c'est... Mais avec tout de même aussi quelque chose qui peut-être a conduit Kant ou d'autres après lui, à un criticisme dans lequel il n'y a plus de rapport au réel. La dimension ontologique peut tendre à disparaître. On est dans une pensée du comme si. Hein. Donc c'est une formule qui apparaît déjà chez Kant. Kant dit à propos du vivant, justement, il dit, dans son antinomie du jugement téléologique portant sur la finalité dans le vivant, il dit on doit d'un côté, ça c'est la thèse, essayer de ramener tous les phénomènes, y compris la vie, aux lois physico-chimiques, mécaniques, etc. On doit aller jusqu'au bout de ça. Et en même temps, on doit accepter qu'un certain nombre de phénomènes échappent à cela au nom de... On doit faire comme si il y avait de la finalité, de l'intentionnalité dans le vivant. Et en même temps, ça n'est pas démontrable. Et alors, ce comme si, chez Kant, est-ce que c'est... Certains, effectivement, vont l'interpréter comme une pure projection méthodologique, mais chez Kant, c'est pas que cela. Parce qu'il semblerait, enfin à la fin en tout cas de la critique du jugement, il dit que ce qu'il dégage, c'est la contingence de l'apparition du vivant, et que la seule chose qui peut répondre de ce phénomène-là, c'est une théologie. Il renvoie à un changement d'horizon, justement. Oui, sans doute que la pensée de Kant est beaucoup plus subtile, mais je veux simplement dire que cette pensée de l'idéalisme transcendantal peut être devenir un constructivisme. Enfin, tout est construit, il n'y a plus rien qui est dans l'être, nous ne saisissons plus rien, alors que, ça c'est quelque chose qui est très bien dit par Castoriadis dans certains textes, mais qu'est-ce qui fait que certains schèmes, dont on peut penser qu'ils sont en partie imaginés, inventés, prennent que dans le réel, que les choses se prêtent à ce schème préalable. Enfin, donc là on voit bien que la dimension ontologique persiste. Et alors tout ce que je viens d'esquisser ici, je crois que ça amène à remettre en question une certaine phénoménologie. Ça, c'est aussi une réflexion qui m'est venue il y a pas très longtemps. Et une certaine phénoménologie ou certaines formulations auxquelles j'ai moi-même souscrit. Donc, à nouveau, ça fait partie aussi de ma démarche, des rétractations, un réexamen critique même de choses, d'idées auxquelles on a adhéré soi-même. Alors, une idée fondamentale de la phénoménologie, ou plutôt, je résume d'abord ce à quoi je suis arrivé dans ce qu'on vient d'expliquer. Donc, c'est qu'il faut tenir compte de la médiation nécessaire d'un schème, d'un horizon, mais aussi la médiation d'un acte de l'esprit qui retient tel ou tel schème, comme pertinent ou non pertinent par rapport à un certain type d'objet. Bon, alors, il y a cette définition très connue de Husserl, qu'il a appelée le principe des principes. Je cite, « Tout ce qui s'offre à nous, dans l'intuition de manière originaire, doit être simplement reçu pour ce qu'il se donne. » Donc, reçu pour ce qu'il se donne. Donc, parole très importante pour Jean-Luc Marion. Eh bien, justement, j'y viens précisément. Donc, ça a été prolongé, systématisé par Marion dans Étant donné, avec cette formule autant de réduction, autant de donation, etc. Bon, j'essaie. Et alors, aussi, je lis chez Marion, c'est la quatrième de couverture de Étant donné, la phénoménologie renonce à décrire les différents phénomènes comme des objets ou des étangs pour les reconnaître par une dernière réduction dans leur pure donation.
Bon, donc, eh bien là, je dois dire, je ne comprends plus. Voilà, donc il y a quelque chose euh, qui me semble doit être dépassé. Donc voilà. Donc, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel sens? Reçu, il manque quelque chose. Voilà, c'est comme une pure, une pure réception à ce qui se donne. Alors que, précisément, la donation ne suffit pas elle-même. Il y a plusieurs manières. Ou plutôt, même le concept de donation doit impliquer un donateur qui reçoit la chose et qui la reçoit aussi librement. C'est-à-dire parce qu'un don peut se refuser. Oui. Et une fois que le don est fait, comme disent les petits-enfants, donner c'est donner, reprendre c'est voler, ça devient la possession, la propriété de celui qui l'a reçu aussi. Oui. Donc, si on veut avoir un concept de don complet, d'une certaine façon, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels. Alors, je pense que Jean-Luc Marion pense à tous ces autres aspects. La pure donation, ça veut dire que la chose, en se donnant même, nous donne la capacité de la recevoir, mais que dans cette capacité de recevoir, il y a malgré tout aussi notre liberté. D'accord. Et donc, à ce moment-là, la possibilité d'opérer un chêne, je ne crois pas que Marion... Mais c'est vrai que, à mon avis, à relire ce concept de pure donation dans le contexte d'une certaine phénoménologie, voire même de Maldiné, sous tout ce dont on a parlé, on arriverait toujours à ce pur, où à la fin, c'est une donation, on ne voit que la donation, mais qui ne donne plus rien. Qu'est-ce que ça donne? Rien. parce que la donation doit s'achever dans quelque chose qui est là et qui a un visage. Et puis, il y a plusieurs points de vue possibles sur la chose. Hein. Donc, on peut voir comme ceci ou comme cela, si vous voulez. Donc, d'où cette médiation d'une multiplicité de... mais je crois que c'est très très important chez Jean-Luc Marion, justement. C'est précisément la donation qui permet de penser le perspectivisme. C'est-à-dire que la générosité est telle qu'elle nous laisse libre aussi de prendre position. Elle nous laisse libre de prendre position. C'est presque ça qui est... Et je pense... c'est un débat qu'on a déjà eu, mais je pense qu'il y a au fond peut-être plus de rapport entre la phénoménologie de Jean-Luc Marion et votre pensée que vous ne supposez. Mais il y a alors une belle idée que j'ai retenue chez lui, c'est l'anamorphose. Hein, où il nous dit justement le fameux tableau de Holbein. Donc là, c'est intéressant, parce que ça veut dire il faut chercher... donc là, l'évidence n'est pas évidente. Il faut trouver le point de vue où donc ce crâne apparaît pour ce qu'il est. Enfin, donc là, il y a une idée intéressante chez Marion, en effet. C'est-à-dire que c'est plus il y a un moment où c'est plus le sujet. L'anamorphose, c'est le retournement en fait aussi de la position, où c'est plus le sujet simplement qui mène la danse d'une certaine façon. Et donc mais c'est quand même un acte du sujet qui doit trouver la bonne position pour recevoir quelque chose qui n'est pas lui. C'est pour ça que le juste point, la juste position. Voilà. Et alors, dans mes lectures, il y a à nouveau Hannah Arendt, très bel essai sur la compréhension historique, où elle parle aussi du cœur intelligent, Salomon, le souhait de Salomon de tenir un cœur intelligent, ce qu'elle, en quelque sorte, elle retraduit en termes philosophiques et en mettant en avant l'imagination. Et il écrit ceci: seule l'imagination nous permet de voir les phénomènes dans la perspective qui convient. Donc voilà. Donc ça, et là, je trouve quand même expliqué, énoncé de manière beaucoup plus claire, donc ce rôle d'une imagination qui médiatise en quelque sorte et qui fait dépasser donc l'idée que les choses seraient immédiatement évidentes. Enfin, voilà où j'en suis, en tout cas. Voilà, j'espère qu'on a pu voir des choses que l'on ne voyait pas et qui nous ont permis de renouveler notre vision sur ce qu'on avait aussi déjà vu. Merci Jacques, merci pour cette série d'entretiens. Merci beaucoup. Au revoir. Ça va, on est dans les temps, oui, je crois que c'était...